Bienvenue dans cette vidéo qui va te parler des différentes causes des troubles alimentaires. L'idée est que tu puisses mieux comprendre ce qui pourrait être à l'origine de ton trouble alimentaire avant de décider d'une éventuelle prise en charge. Alors depuis qu'on a essayé de comprendre et de soigner les troubles alimentaires, on a beaucoup investigué les causes à l'origine de ceux-ci. Selon les orientations en psychologie, les familles ont notamment été souvent pointées du doigt, mettant en avant que l'anorexie était par exemple le symptôme d'une famille dysfonctionnelle, ou que les troubles alimentaires pouvaient résulter de traumas divers durant la tendre enfance. Alors je ne dis pas que ces causes-là sont à balayer, mais en ce qui me concerne, ce que j'avais envie d'explorer avec toi aujourd'hui, c'était une approche holistique de ce qui peut amener à des troubles alimentaires. Parce que mine de rien, je pense que c'est rarement unicausal et que c'est souvent beaucoup plus complexe qu'une simple relation de cause à effet. Lorsque je rencontre des patients, je peux surtout remarquer que contrairement aux idées reçues, les cas d'école avec une cause nette et unique sont très peu fréquents. Je vais donc passer en revue avec toi les différents éléments prédisposants ou précipitants qui peuvent expliquer un trouble alimentaire, mais il est important de se rappeler que souvent, plusieurs éléments peuvent coexister et exercer plus ou moins d'influence en fonction des sujets, mais aussi selon les différentes périodes de leur vie. La première catégorie des causes que j'aurais envie d'aborder, et non des moindres, sont les causes sociales et environnementales. Par social et environnemental, j'entends d'abord l'impact de la société actuelle, qui pousse malheureusement de plus en plus de personnes à être vigilantes à leur alimentation. On ne va pas se le cacher, on est clairement entouré d'images et de messages qui nous dictent quel est le physique idéal, le poids idéal, mais aussi qui nous disent quoi manger, comment manger, combien manger. Paradoxalement, on est aussi dans une société d'abondance, où l'on ne manque de rien niveau nourriture et niveau stimulation gourmande en tout genre. Bref, on nous pousse à consommer, mais en même temps, on nous dit de faire attention à notre ligne. Merci, le double message. Selon moi, c'est la cause environnementale la plus fréquemment rencontrée en consultation, qui, couplée à 2-3 processus psychologiques dont je parlerai tout à l'heure, peut de manière très insidieuse entraîner des préoccupations corporelles, alimentaires, des pensées de plus en plus présentes concernant les repas et les aliments, deux des symptômes clés des troubles alimentaires. Dans cette catégorie des causes environnementales, je mettrai aussi tous les apprentissages éducationnels, même s'ils étaient très bien intentionnés au départ, mais qui peuvent s'ancrer et résonner au plus profond de nous lorsque les préoccupations alimentaires ou corporelles débarqueront plus tard. Que mettons-nous dans cette catégorie éducation ? Je crois que vous les connaissez tous. Ce sont les fameux « termine ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert »,« mange tes croûtes, ça fait grandir »,« tu sais qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde ? Oula, tu es meilleur à tuer qu'à nourrir », etc., etc. Et honnêtement, je pense que ces phrases sont tellement issues de notre tradition et ancrées dans le langage sociétal que parfois on les prononce bien malgré soi, même quand on est psychologue et qu'on traite les troubles alimentaires tous les jours. Enfin, on pourrait rencontrer certaines familles très dysfonctionnelles, où le trouble du comportement alimentaire d'une adolescente, par exemple, vient pointer un mal-être du système tout entier. On a aussi souvent parlé des abus ou des chocs traumatiques comme cause possible des troubles alimentaires, mais ce ne sont pas, selon moi, les cas les plus fréquents rencontrés en consultation. Par contre, ce qui arrive régulièrement, ce sont des patientes qui rapportent toutes sortes de micro-traumatismes, comme des petites phrases sur leur physique, sur leur assiette ou sur leur façon de manger ou de s'habiller. Ce sont souvent des petites phrases qui ne veulent pas blesser ou qui sont même humoristiques, mais qui, répétées pendant une longue période ou à forte dose, viennent installer un terreau bien fertile pour l'arrivée de troubles alimentaires. On retrouve aussi dans ces micro-traumatismes les remarques des pairs dans le milieu scolaire ou sportif, les difficultés rencontrées dans le début des relations amoureuses. La deuxième catégorie est ce que l'on appelle les facteurs de comorbidité en psychologie, ce qui veut dire que les personnes qui souffrent d'un autre trouble psychologique, comme la dépression, l'anxiété de manière sévère, sont évidemment plus susceptibles de souffrir d'un trouble alimentaire. C'est aussi pour cela qu'il est important de s'adresser à un psychologue lorsqu'on suspecte un trouble alimentaire et que l'on veut l'évaluer. Le fait d'être formé dans tout ce qui est troubles psychiatriques ou psychologiques va permettre à ce spécialiste de la santé mentale de choisir le bon protocole de traitement, la bonne manière d'aborder votre trouble alimentaire et de vous aider au mieux. Je vous parlais aussi tout à l'heure de 2-3 processus psychologiques que l'on va appeler des facteurs de risque prédisposant aux troubles alimentaires ou aggravant les troubles alimentaires. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la faible estime de soi, le perfectionnisme et le besoin de contrôle.
Ce sont d'ailleurs des processus qui devront être travaillés aussi lors d'une prise en charge thérapeutique, de manière à éviter les rechutes par la suite. Pour moi, en tout cas, c'est primordial et il y a énormément d'exercices sur ces processus psychologiques qui sont travaillés dans mon programme d'accompagnement en ligne pour éviter cela. La troisième catégorie, qui est souvent mentionnée comme cause des troubles alimentaires, sont les aspects plutôt génétiques. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt, il n'y a pas encore de lien direct et très clair qui a pu être établi entre un marqueur génétique et le développement de troubles alimentaires. Par contre, de nouveau, le fait de vivre avec une maman qui présente par exemple des troubles alimentaires ou un discours très engagé concernant les régimes, le poids, etc., va aussi, par apprentissage généralement, entraîner des préoccupations identiques chez sa ou ses filles. Je dis filles parce que, par contre, la prévalence du trouble alimentaire a été clairement mise en évidence chez les femmes. Pour terminer, je voulais attirer ton attention sur un des principaux facteurs d'aggravation du trouble alimentaire, qui est le temps. C'est-à-dire qu'au plus le trouble alimentaire dure dans le temps, au plus il devient grave généralement. Parce que comme tout comportement, le comportement alimentaire, même dysfonctionnel, va devenir une habitude et s'ancrer de plus en plus dans le quotidien de la personne qui en souffre. Et ça, c'est l'une des raisons qui doit pousser les personnes qui vivent avec un TCA à agir rapidement et aussi qui doit alerter les proches de la personne qui souffre de troubles alimentaires. On remarque notamment que lorsque le TCA est bien installé, il impacte des fonctions neurobiologiques et hormonales telles que la faim et la digestion, ce qui complique évidemment la guérison par la suite. Un petit indice pour savoir si l'on peut parler de troubles, c'est de se demander si le comportement que l'on a vis-à-vis de son poids, de son corps et de l'alimentation a un impact sur notre vie ou celle de notre entourage. Là où l'on va parler de troubles à proprement parler, c'est lorsqu'on peut voir que ces préoccupations alimentaires et corporelles viennent impacter la vie des personnes, au point de vue familial, social, scolaire, professionnel, ou encore juste au niveau global. En psychologie, c'est toujours là qu'on va mettre la barre entre le normal et le pathologique. C'est quand un comportement ou une façon de penser vient finalement affecter la vie de l'individu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment un trouble alimentaire peut émerger chez quelqu'un, comment ton trouble alimentaire a pu se développer petit à petit et que cette explication t'aidera à prendre les bonnes décisions pour la suite. Je reste évidemment à ta disposition si tu souhaites en discuter par la suite, par mail ou si tu souhaites plus d'informations concernant l'accompagnement que je propose. À très bientôt!